Bonjour à toutes et bonjour à tous. S'il y a une mode à laquelle on ne peut pas échapper aujourd'hui, c'est bien celle du clivage idéologique qui tend à essayer de diviser, de séparer deux catégories de la population, deux catégories principales, que sont les complotistes et les anticomplotistes. Les complotistes, ce sont ceux qui voient des complots partout, et parfois, il faut bien le dire, de grosses bêtises. Les anticomplotistes sont ceux qui dénoncent les complotistes. Bien sûr, entre les deux, il y a l'opinion publique, la population malléable qui peut pencher d'un côté ou de l'autre. Or, le pouvoir a tout intérêt à essayer de juguler les doutes et les critiques de la population vis-à-vis de ces élites. C'est pourquoi elle s'intéresse à ce sujet et essaie d'étiqueter les individus en vue de limiter la pensée de la population, la pensée évidente, ou plutôt la pensée de l'évidence, qui est celle que seul un pouvoir malade est capable d'organiser des complots. Alors qu'est-ce que le complot? Le complot, en réalité, c'est un terme récent, un terme qui date des années 60, utilisé en 1964 aux États-Unis, pour éviter toute critique de la commission Warren qui était censée enquêter sur l'assassinat du président Kennedy. Ce terme a été utilisé en France en octobre 1966 dans un article du Monde, toujours auprès du même sujet, à savoir l'assassinat du président Kennedy. Mais le complot, en réalité, c'est un terme effectivement laïque qui, lorsque le pouvoir était plutôt d'essence religieuse ou lorsque la religion avait davantage de pouvoir dans la société civile, et avait une autre forme. On utilisait le terme hérétique. Un hérétique, c'était un individu qui allait à l'encontre de la doctrine dominante, à l'encontre de la doxa, à l'encontre finalement du pouvoir religieux. On utilisait également le terme d'apostat, c'est-à-dire ceux qui renonçaient à leurs croyances, on peut pas dire parfois à leur foi, et qui allaient finalement sur cette voie de la dissidence, de l'esprit critique qui était à l'encontre de la doctrine religieuse, peu importe les religions. Comprenez que finalement ce terme a été réutilisé sous une autre forme pour discréditer tout individu qui aurait tendance à critiquer l'idéologie dominante et finalement la gestion, j'allais dire, de la politique par ces élites. Or, il faut simplement avoir en tête que l'exercice du pouvoir au cours des âges a prouvé que ça a toujours été finalement l'essence d'un pouvoir malade que celui d'organiser des complots. Par exemple, lorsque Néron a programmé l'incendie de Rome, il a accusé des chrétiens. Lorsque les nazis incendièrent le Reichstag, ils ont accusé des communistes. Lorsque des généraux de l'armée française complotèrent un putsch contre le général de Gaulle, il s'agissait bien évidemment d'un complot par des organes de pouvoir ou proches du pouvoir. Bref, il y a eu au cours de l'histoire un nombre incroyable de complots. Il serait trop long de les énumérer, mais je veux simplement vous dire ce que ça révèle et ce que révèle aujourd'hui finalement l'initiative du gouvernement, qui est celle d'organiser des assises sur les dérives sectaires et le complotisme, en vue de trouver des solutions pour ramener les brebis galeuses dans le troupeau de l'opinion publique, puisqu'il ne faut pas critiquer un pouvoir quand bien même il serait déviant. Ce type d'assises révèle finalement l'essence du pouvoir et, j'allais dire, son essence pathogène. L'essence du pouvoir pathogène est paranoïaque. Elle est paranoïaque tout simplement parce qu'elle a peur de perdre son pouvoir. Elle a peur de perdre son pouvoir face à une population qui devient de plus en plus éclairée et qui peut comparer les informations en vue de remettre en question le narratif officiel. Ainsi, le pouvoir s'organise finalement à se déployer de manière injuste et arbitraire, quitte à devenir presque harceleur, c'est-à-dire à rentrer dans votre vie privée. On a pu le voir au cours de ces 2 dernières années. Il essaie en fait de manipuler l'opinion publique et donc la population par la peur, en même temps par l'empathie, et va jusqu'à une espèce de tentative de traumatiser et d'harceler son propre peuple. Pour ce faire, il exerce une propagande idéologique quotidienne et ainsi, il s'assure un contrôle de l'information de masse et donc un contrôle de l'opinion publique.
N'oubliez pas, Noam Chomsky disait, professeur de linguistique américain, disait « La propagande est à la démocratie ce que la matraque est à la dictature ». Ça signifie que la propagande est en réalité la matraque de l'esprit. Or, lorsqu'un pouvoir est paranoïaque, il a tendance à avoir des injonctions paradoxales. Ces injonctions paradoxales, on peut les illustrer de manière contemporaine par l'expression « en même temps », c'est-à-dire le pouvoir fait quelque chose, ou dit quelque chose plutôt, et fait le contraire. Par exemple, il va vous faire croire que l'inoculat n'est pas obligatoire et il va utiliser un moyen détourné pour essayer de l'imposer. Il va vous faire croire qu'il n'y aura pas de passe pour les activités quotidiennes et il instaure un pass. Il va vous faire croire que repousser l'âge légal de la retraite, ce serait une bêtise et en réalité, il va faire exactement le contraire. Ça, c'est l'essence d'un pouvoir paranoïaque, d'un pouvoir malade. Et ce pouvoir malade, si on doit lui donner un terme religieux, on peut l'assimiler à une forme de satanisme, un satanisme politique qui constitue une idéologie à la fois sectaire, égotique et perverse, qui tend à organiser la société par effet de projection de leur propre perversion sur la société. Voilà où nous en sommes. Je vous ferai une version un peu plus longue de cette notion de complotisme pour vous dire qu'en somme, n'ayez pas peur, ayez confiance et gardez votre esprit critique. C'est ce qui fera justement que nous arriverons à combattre ce pouvoir déviant qui est de plus en plus déviant. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.